Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la troisième et dernière partie au sujet du cannabis. Et maintenant on va vraiment s'intéresser aux, je dirais, problématiques actuelles dans la société, à savoir le cannabis a-t-il des effets dangereux, quels sont ses bénéfices et quels sont ses risques. Alors on va déjà commencer par sa toxicité. Petit tour d'horizon rapide au niveau, je dirais, scientifique de sa toxicité potentielle. Il faut savoir que le THC, qui est la substance active, n'a aucune toxicité démontrée sur l'homme, surtout si on le compare au nombre de morts par abus d'alcool ou de cigarettes. Les tests montrent que la tolérance est acceptable jusqu'à 70 grammes de résine par jour, soit 5000 fois plus que la dose déclenchant un effet, je dirais, planant. Il n'y a aucun cas de décès par overdose de THC qui a été répertorié à ce jour. Le cannabis ne provoque pas de dommages irréversibles au cerveau. En l'occurrence, même un effet peut être résorbé si on arrête de le consommer. Par contre, le mode de consommation sous forme de joint, notamment à fumer, est aussi toxique pour la santé que la cigarette, pour les mêmes raisons et qui sont indépendantes de la présence du cannabis. Cela est lié, pour rappel, aux substances chimiques de combustion formées lors de la fumée et inhalées. Donc en l'occurrence, les deux principales substances concernées, qui sont les plus cancérogènes, sont issues du tabac, notamment le benzanthracène et le benzpyrène. Donc ils se retrouvent en quantité égale dans la fumée d'un joint. Alors il faut savoir aussi que la technique d'inhalation de la fumée de cannabis va influencer la quantité de goudron ingérée. Donc quand je parle de technique d'inhalation, je parle du phénomène d'aspirer et de bloquer sa respiration, qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus judicieux pour le dépôt de goudron. Les gros fumeurs de longue durée peuvent développer de sévères bronchites chroniques et des déficits cognitifs. La plupart, cependant, sont réversibles après un mois sans consommation. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement, ça s'explique par une régulation à la baisse des récepteurs aux cannabinoïdes dans le corps en temps de consommation et donc une augmentation de la tolérance. C'est aussi ce mécanisme qui va expliquer que les gros fumeurs peuvent devenir de moins en moins sensibles au cannabis et tentent d'augmenter les doses afin d'obtenir un effet, je dirais, à peu près identique. Alors, selon une étude qui date de 2016 et qui a été publiée dans le journal de l'Association médicale américaine et qui a été menée durant 20 ans sur plus de 5000 personnes aux États-Unis, un usage modéré mais fréquent de cannabis ne nuirait pas aux poumons. Seulement à partir de 20 joints par mois, les effets négatifs sur la capacité pulmonaire apparaîtraient. Alors, ça, ce sont les aspects toxiques du cannabis. Par contre, qu'est-ce qu'il en est des effets indésirables? Alors, la plupart des effets, je dirais, secondaires sont associés bien évidemment au THC. Le CBD en soi n'a pas d'effet secondaire. Donc, en consommant des médicaments de cannabis qui contient du CBD, par contre, certains effets secondaires du THC peuvent être réduits ou éliminés. Je vous l'ai déjà souligné dans la seconde partie. Alors, quels sont les effets néfastes du THC notamment? Alors, il faut d'abord savoir que ces effets néfastes sont bénins et les plus communs sont les suivants. Alors, rythme cardiaque rapide ou tachycardie qui va cesser après une quinzaine de minutes, une bouche sèche, éventuellement des étourdissements, des yeux rouges et une toux provoquée par l'inhalation de la fumée ou de la vapeur, mais qui est passagère. Ça, ce sont les effets indésirables, notamment chez des personnes qui ne sont pas habituées à consommer du cannabis de manière médicinale. Alors, pour une première fois d'ailleurs, ou alors à haute dose, le cannabis peut provoquer des étourdissements ou une perte de conscience quand les patients passent d'une position assise à la station debout. Alors, il a été aussi constaté que les consommateurs novices avaient tendance à avoir une hausse de la pression sanguine lorsqu'ils s'effondrent. Les personnes souffrant d'hypertension devraient ainsi être particulièrement suivies.
Alors, le meilleur comportement en fait à adopter lorsqu'on est sujet à des effets secondaires communs, c'est tout simplement de garder son calme, de respirer lentement et, si possible, de se détendre. Ça n'est que passager. Alors, c'est la raison aussi pour laquelle le dosage du cannabis médicinal doit être minutieux et doit être fait dans un cadre médical suivi pour pouvoir, je dirais, accompagner la personne par rapport à d'éventuels effets indésirables. Il est important de parler à votre médecin avant de consommer en fait du cannabis médicinal. Si vous avez moins de 22 ans, il est conseillé de consommer, je dirais, des médicaments forts en THC avec la plus grande prudence et de préférer la consommation de produits qui possèdent des ratios plus importants en CBD qu'en THC, pour les raisons que je vous ai expliquées, à savoir que le CBD inhibe certains, je dirais, effets indésirables du THC. Il a été observé que le THC peut interférer avec certains aspects de développement du cerveau et encourager le développement de la schizophrénie chez un petit groupe de jeunes individus, en particulier ceux qui ont une hérédité avec ce trouble mental. Donc on parle vraiment d'une catégorie bien ciblée, mais qui est existante, et il faut quand même l'avoir en tête. Alors, il est aussi conseillé d'éviter, si possible, de consommer oralement le cannabis contenant du THC quand vous êtes sous prescription de certains médicaments à cause de potentielles interactions. Donc là encore, je réitère ma remarque, il est important d'être suivi par le milieu médical lorsque vous consommez du cannabis. Consultez impérativement votre médecin dans les cas suivants: schizophrénie, troubles bipolaires, dépression, maladie du cœur, hypertension, angine, arythmie cardiaque, bronchopneumopathie chronique obstructive et les troubles immunitaires. Donc vous voyez que ça n'est pas non plus la consommation du cannabis est loin d'être quelque chose d'anodin. Il y a un intérêt éventuel à le consommer dans un cadre médical, bien évidemment. Néanmoins, il y a certaines précautions à prendre et surtout quelques informations à connaître au préalable. Autre question, bien évidemment, qui fait beaucoup débat aujourd'hui, le cannabis est-il addictif? Alors, il faut savoir grosso modo que moins de 10% des consommateurs de cannabis deviennent dépendants. Par contre, un tiers à la moitié de ceux qui fument tous les jours deviennent dépendants à force. Il faut savoir que le cannabis récréatif, donc c'est-à-dire d'usage libre, qui n'est pas dans un cadre médical, est la troisième substance de dépendance, mais après l'alcool et la cigarette. Donc il faut pouvoir repositionner le cannabis à sa juste place en termes de dépendance. C'est, je dirais, pas aussi néfaste que de l'alcool ou de la cigarette. À titre de comparaison, le risque de dépendance est de 9% pour le cannabis, quand il est de 32% pour le tabac, de 23% pour l'héroïne, 17% pour la cocaïne et de 15% pour l'alcool. Donc il me paraît donc prudent de considérer un usage du cannabis sous supervision médicale s'il doit être quotidien et s'il est récréatif. Il est conseillé de ne pas dépasser une consommation occasionnelle pour ne pas justement générer ce phénomène de dépendance. Alors, un autre aspect qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, et ce pourquoi j'ai fait ces vidéos en fait, c'est son usage thérapeutique et le lien avec certaines maladies. Il faut savoir que les molécules qui forment les drogues ne sont ni bonnes ni mauvaises à l'origine. Dire que en fait, le cannabis est sans danger est autant irrationnel que de dire que le cannabis ne peut pas être utilisé médicalement. Car en fait, le cannabis peut être utilisé à des fins thérapeutiques, mais il peut aussi faire des dégâts quand il est consommé bêtement. Le cannabis, il faut le savoir, est une substance remarquablement non toxique, mais qui, une fois dans notre corps, reproduit certaines molécules régulatrices fondamentales que nous produisons, les fameux endocannabinoïdes.
Alors, le système qui les régule, donc le système endocannabinoïde, que nous avons vu dans la deuxième vidéo, semble jouer un rôle clé dans la régulation de la douleur, de l'appétit, de la fonction immunitaire et de plein d'autres procédés internes qui sont en cours d'étude. L'étude du système endocannabinoïde est tellement récente et avance à une telle vitesse que de nouvelles découvertes auront certainement été faites d'ici la fin de l'année. Donc c'est toute la problématique aujourd'hui. Beaucoup de recherches est faite puisqu'on s'aperçoit du merveilleux potentiel thérapeutique du cannabis dans un cadre médical bien évidemment. Aux États-Unis, une grande partie des informations disponibles aux patients du cannabis thérapeutique viennent entre guillemets de tuyaux non officiels et non de la recherche médicale à la base. Et cette situation, elle est certes en train de changer avec tout ce que l'on commence à officialiser en termes de recherche et de résultats, mais elle ne change pas aussi vite que la science du cannabis. L'interdiction du cannabis, en fait, a creusé un immense gouffre entre la pratique de la médecine contemporaine et l'utilisation du cannabis comme produit pharmaceutique. Les médecins d'aujourd'hui ne savent pas que le cannabis peut être un remède efficace. Ils savent uniquement qu'il s'agit d'une drogue dangereuse, ouverte à toute forme d'abus. Et je pense que cela est bien dommage par rapport au contexte actuel où il y a, je dirais, de nombreuses pathologies qui n'ont malheureusement pas de solution, tout au moins d'allègement ou de guérison. Donc ça peut être intéressant d'intégrer le cannabis comme un nouvel arsenal thérapeutique supplémentaire, mais toujours dans un cadre médical. Il n'est pas rare que les patients consommateurs de cannabis médicinal en sachent plus sur le cannabis que leur médecin traitant. Et le problème ça vient de la difficulté à publier des recherches officielles sur l'utilisation du cannabis médicinal, alors qu'en fait les institutions gouvernementales se bornent juste à dénoncer le cannabis comme une drogue et refusent de reconnaître ses potentialités thérapeutiques. Donc malheureusement, voilà qui met fin à la politisation de la science. Toutefois, la situation elle est actuellement en train de changer. Il existe de bonnes chances, je pense, pour que la recherche sur le cannabis soit bientôt libérée de toute contrainte, même si ses détracteurs seront toujours là pour s'y opposer. De toute façon, de tout temps, ça a toujours été le cas des innovations dans la société. Pour preuve, l'usage récréatif du cannabis, il faut savoir qu'il est légalisé au Canada, au Mexique et en Afrique du Sud. Il vient d'être dépénalisé dans tous les États des États-Unis en 2018. Il est dépénalisé au Portugal, en Espagne, en Italie, en Suisse, en Norvège, aux Pays-Bas, en Belgique, en République tchèque et dans la plupart des pays d'Amérique du Sud. Quant à son usage thérapeutique, alors il est légalisé dans la majeure partie des États-Unis, au Canada, en Angleterre, mais uniquement sous la forme des CBD, sans le THC. Il est aussi son usage thérapeutique légalisé en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Finlande, en Grèce, en Irlande, en Italie, en Pologne, aux Pays-Bas, en République tchèque. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la situation en France actuellement ? Son usage, il faut savoir qu'officiellement, son usage récréatif, tout comme thérapeutique, sont considérés comme illégaux. Cependant, les choses sont en train d'avancer, puisque l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, a prévu de lancer une phase pilote de validation thérapeutique sur près de 3000 patients à la fin de l'année 2020. Alors, donc ça, c'est ce qui est de bon augure. Et vraiment, je considère qu'il y a vraiment un intérêt pour le corps médical d'intégrer le cannabis dans leur arsenal thérapeutique. Alors, où en est la science médicale aujourd'hui par rapport aux différentes problématiques de santé de la population ? Alors, selon une étude récente qui a été menée par l'International Association for Cannabinoid Medicine, l'IACM, la plupart des gens qui consomment du cannabis pour des raisons médicales recherchent un soulagement lié à la douleur ou à un inconfort physique, mais aussi des troubles du sommeil, la dépression, la neuropathie
et la sclérose en plaques. Alors il existe de nombreuses preuves qui montrent en fait que le cannabis est efficace pour certaines de ces maladies et moins de preuves pour d'autres. Le cannabis médicinal peut diminuer les symptômes de nombreuses maladies. Il permet par contre rarement de les guérir, mais il peut réduire l'incidence de certaines et en prévenir d'autres. Donc ça n'est pas non plus la solution miracle. La clé en fait d'un usage efficace du cannabis médicinal, elle réside dans la sélection du dosage et la fréquence des prises pour avoir un maximum d'efficacité. Alors, concernant cette étude, quels sont les résultats? Donc ça date de 2013. Il faut savoir que les maladies qui sont le plus traitées médicalement donc, sont classées par ordre décroissant, donc d'importance. On a tout d'abord en première position le lumbago, les troubles du sommeil, la dépression, les migraines, l'arthrose, l'anxiété, la sclérose en plaques, la fibromyalgie, les troubles du stress post-traumatique, les troubles du déficit de l'attention, la neuropathie, les hépatites. Donc ça, c'est ce qui concerne, je dirais, les maladies qui sont traitées médicalement par ordre, je dirais, d'intérêt. Alors, voici maintenant en fait les symptômes pour lesquels les patients montrent un soulagement, donc une amélioration, grâce à la consommation du cannabis médicinal, donc supervisé par le corps médical, par ordre décroissant d'intérêt. Donc vous avez les douleurs chroniques, l'anxiété, la perte d'appétit ou de poids pendant un traitement de chimiothérapie notamment, les troubles du sommeil, les dépressions et les inflammations chroniques. Donc voilà un petit peu, mais actuellement il faut savoir que les études scientifiques qui sont menées dans les bénéfices thérapeutiques du cannabis sont en pleine ébullition. Beaucoup d'études sont en cours, mais il est parfois difficile de mettre sur pied des études dignes de ce nom en référence avec les standards, je dirais, de la médecine et notamment de la validation de substances médicamenteuses. C'est encore très compliqué pour des questions de financement. Alors, pour conclure, en fait, juste vous dire que les formes thérapeutiques, les formes médicinales du cannabis, qui me paraissent le plus intéressant aujourd'hui, sont les suppositoires, les formes liposomales, qui sont des formes, je dirais, de biodisponibilité améliorée par voie orale, les formes sublinguales. Personnellement, je considère que la forme, je dirais, de combustion par, entre guillemets, les joints, est certes efficace en termes de rapidité d'effet. Néanmoins, pour des raisons, je dirais, si la personne doit consommer sur du long terme les substances, voilà, il y a un risque non négligeable qui est lié à la toxicité comme pour une cigarette. Donc je serais plutôt d'avis d'aller vers des formes sublinguales ou liposomales. A noter d'ailleurs en France qu'il y a le Sativex qui est un médicament officialisé depuis 2014 en France, qui malheureusement est très peu disponible en France et qui est un extrait justement de cannabis thérapeutique titré en THC et en CBD. Il faut quand même le noter et c'est une forme, si ma mémoire est bonne, sublinguale. Autre petit rappel, souvenez-vous bien que donc l'huile de chanvre contient des CBD qui ne sont pas psychoactifs mais ne contient pas de THC, alors que l'huile de cannabis contient un mélange de CBD et de THC et ce mélange est variable. Donc on peut avoir des usages thérapeutiques différents. Voilà, donc j'espère que tout ce que je vous ai apporté comme information vous sera utile, vous permettra d'ouvrir de nouveaux horizons et vous permettra, je l'espère, de rentrer en interaction avec le corps médical pour lui faire savoir l'intérêt d'avoir recours éventuellement à cette substance qui, je pense, est très prometteuse dans le futur, mais toujours dans un cadre médical et non pas un cadre, je dirais, libre où il n'y a pas de suivi médical. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.